ira ce soir à la gare routière d'Adjamé pour un focus sur les rapports difficiles entre coxeurs, transporteurs et passagers. La mortalité maternelle est un fléau qui peine à être éradiqué en Afrique. En Zambie, par exemple, on enregistre selon l'OMS 224 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et puis, c'est le 24 octobre 2006 que le Rwanda entame une série d'auditions publiques. Le pays s'interroge sur le rôle des soldats français dans le génocide de 1994. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On s'intéresse donc ce soir aux coxeurs, ces guides voyageurs que vous côtoyez si vous voyagez beaucoup par car. Ce sont eux qui détiennent des informations utiles, notamment sur les horaires et la disponibilité des cars. Mais un constat, leurs rapports avec les passagers ne sont pas toujours au beau fixe. Nos reporters ce soir sont vos yeux et vos oreilles. Dangui Dangui et Sylvestre Nguessan ont fait un tour à la gare routière d'Adjamé. Un coxeur activement à la recherche d'un voyageur pour lui proposer ses services. Nous sommes à Adjamé, Renault, le royaume des guides voyageurs ou coxeurs. À part travail, chacun est beaucoup. Il y a d'autres qui volent parmi nous, il y a d'autres qui ne volent pas. Mais nous, on est coxeurs. Nous, on prend client, on envoie à la gare, on prend ticket, on donne 500, 1000 francs. Voilà, dans ça, non, c'est débrouillé. C'est le manque de travail qui fait effet. Sinon, moi-même, il fait, ça ne me plaît pas. Je suis parmi les voleurs. Ça ne me plaît pas. On mettrait de voleurs aussi. Ce voyageur vient juste de bénéficier de leur service. Il m'a facilité la tâche parce que si c'était moi seul, j'allais perdre beaucoup de temps. Mais il m'a aidé à vite arriver et je n'ai pas parlé aussi, il a parlé à ma place. Donc tout ça, il m'a aidé. Mais le commerce de ces coxeurs avec les voyageurs ne se passe pas toujours aussi bien. Je passe, je cherche gare de Sandra. Les gars sont venus, ils m'ont dit que voilà la gare de Sandra. Il est parti avec moi, il a coupé ticket pour me donner. Avant d'aller payer oignon pour revenir, maintenant je lui cherche. J'ai trouvé son second qui est dans le guichet, je lui ai demandé, il dit que ce n'est pas lui qui m'a donné un ticket. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ici, là, ce n'est pas Sandra. Maintenant il veut sortir, ils sont gnans sur moi, beaucoup sont regroupés. Maintenant il a dit de donner un ticket là. J'ai pris le ticket là, je lui ai donné. Il a donné à l'autre son second. Maintenant il dit que ok, maintenant tu n'as même pas de ticket. Il faut nous faire ce que tu vas nous faire. Approché, le chef de gare a promis résoudre ce problème. On ne peut pas vivre sans coxeur. Vous savez, il y a plusieurs compagnies. Pour attirer la clientèle, on a besoin de travailler à ces coxeurs-là. C'est comme sous forme de marketing. Là où le coxeur gagne plus, c'est là qu'il vient. Or chez nous, la marque nous a augmenté leur quota, on appelle ça quota. Là qu'on augmente leur quota, ils sont obligés de venir vers moi et abandonner l'autre compagnie. Les coxeurs ont une place très importante dans le secteur du transport routier. Ils ont une place importante. Certes, c'est des gens qu'on n'arrive pas à cerner. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, de par leur activité, ils ne sont pas fidèles. Leur activité n'est pas pérenne. Donc on ne peut pas les identifier à une compagnie. Ils sont libéraux à 100%. C'est des électrons libres. Donc avec eux, on est obligé de faire avec de temps en temps, mais il va falloir en arriver à cela. Parce qu'on ne peut pas continuer à ne pas recenser effectivement des gens qui sont dans un secteur d'activité, qui n'ont aucune filiation, qu'on ne sait même pas comment retrouver. Utile aux transporteurs, comme à la plupart de leurs clients, cette activité de guide voyageur ou coxeur en l'état actuel reste néanmoins mal nécessaire pour une frange importante de la population obligée de recourir au service de ces coxeurs. Le portail des villes de Côte d'Ivoire est désormais une réalité. Ce projet au niveau du digital a pour objectif de promouvoir sur la toile le patrimoine touristique des villes de Côte d'Ivoire. Honorine Anigori. www.côtedivoirenews est le site internet du portail d'information des villes de Côte d'Ivoire. Il se fixe pour mission d'informer les Ivoiriens et la diaspora sur l'ensemble des activités dans les villes de Côte d'Ivoire. C'est un cadre propice pour produire du contenu sur l'ensemble du patrimoine ivoirien, à savoir les coutumes, les histoires, les traditions, la cuisine, l'administration. Ici, l'accent est mis
sur les villes de l'intérieur. Il y a beaucoup de matière à mettre en ligne aujourd'hui qui concernent les danses traditionnelles, nos coutumes, la beauté de nos villes, nos sites touristiques. Voici des choses qu'il faut valoriser comme ça sur Internet. Parce qu'on est bien content de voir pour les autres. Et quand vous tapez sur le moteur de recherche Google, vous voyez Atlanta, vous voyez Moscou. Mais pourquoi est-ce que nous, on n'a vraiment pas la possibilité d'avoir le maximum d'éléments sur nos villes, sur nos coutumes, sur notre cuisine? Voilà en fait le sens du portail des villes de Côte d'Ivoire. On le fait, je dirais, par patriotisme d'abord. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'il y ait une très bonne promotion de la Côte d'Ivoire à travers Internet. Un participant apprécie cette initiative Côte d'Ivoire News. Pour lui, ce projet va booster le tourisme en Côte d'Ivoire. Avec l'avènement des NTIC, je pense qu'elle est la bienvenue, cette plateforme. À partir du moment où elle met en valeur toutes nos cultures, traditions, et bon, je pense qu'à partir de cette plateforme, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller dans une ville pour savoir ce qui se passe là-bas. On peut être dans une ville quelconque, avoir les informations, et puis bon, ça peut aussi aider dans le tourisme, dans le commerce. Ce portail est un soutien à la promotion des principales villes de Côte d'Ivoire. Il démarre sur un échantillon de 4 villes, notamment Yacro News, Bouaké News, Korogo News et San Pedro News, déjà disponibles. Ce projet compte atteindre plus de 50 villes d'ici à fin 2018, tout en permettant une navigation gratuite et sans Internet. En bref, les cours ont encore été perturbés à Korogo ce mardi. Un mouvement de contestation des élèves des écoles Bethléem soutenu par d'autres établissements de la cité du Poro. Des élèves qui depuis lundi dénoncent l'ingérence de la politique à l'école. Pour rappel, jeudi dernier, des établissements du groupe Bethléem ont été incendiés. Donner la vie et ne pas survivre, c'est un drame encore fréquent en Afrique où la mortalité maternelle est un fléau qui peine à être éradiqué. Illustration en Zambie où selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'on enregistre 224 décès pour 100 000 naissances vivantes. L'anniversaire de Karen et Kelly Jr. aura à tout jamais un goût amer pour leur famille. Leur mère est morte en leur donnant la vie. Les jumeaux, nommés d'après leurs parents, vivent avec la tante de leur mère. Et leur père leur rend visite chaque jour. J'ai demandé si elle allait bien. Le médecin m'a tenu par le bras et m'a dit « Mon frère, je suis désolé, votre femme est morte. » Pour toute explication, la famille a dû se contenter d'un certificat de décès qui conclut à une embolie pulmonaire. 6 mois plus tard, la tante de Karen peine toujours à retrouver la paix intérieure. Je pense que les bébés ont ramené le bonheur. Ils nous ont redonné le sourire et tout. Mais je pleure toujours parce que la maman est la meilleure personne pour s'occuper de ses enfants. Les Nations Unies estimaient le taux de mortalité maternelle en Zambie à 224 mères décédées pour 100 000 naissances en 2015. Le pays a fait des progrès, mais il reste des obstacles, comme les croyances populaires ou l'état de ses infrastructures de transport et de santé. La première cause de décès est l'hémorragie ou le saignement. Et puis nous avons des problèmes liés à l'hypertension artérielle pendant la grossesse. L'Église catholique, les ONG et les médias tirent la sonnette d'alarme et les autorités se sont fixés des objectifs ambitieux. Mais pour beaucoup, la prise de conscience reste insuffisante. Il y a un temps pour la prière et un autre pour les affaires. Pour faire vivre leur communauté, de nombreux moines sont devenus des entrepreneurs. Leurs produits, souvent artisanaux, sont recherchés pour leur authenticité. Regardez. C'est plutôt 300 000, sachant qu'ils en mettent partout. Réunion marketing à l'abbaye de Chantelle. Aujourd'hui, c'est le marché allemand qu'on ausculte. Dans cette congrégation de bénédictines, 10 laïcs et 11 sœurs travaillent ensemble. Leurs produits, les cosmétiques. Objectif principal, faire vivre la communauté et son abbaye classée monument historique. On doit viser en effet une rentabilité, on ne peut pas se permettre d'être en déficit. Alors on va essayer de viser quelques bénéfices, pourquoi ? Pour pouvoir aussi permettre aux sœurs,
d'investir dans les travaux. Comme vous pouvez voir, actuellement on est en train de refaire les toitures de l'abbaye ou autre. Tout ça, c'est une somme, c'est de l'argent. Et donc on a besoin de cette entreprise pour avoir cet argent. Donc dégager des bénéfices pour pouvoir les réinvestir. Recherche et développement, conditionnement, vente par correspondance, l'entreprise gère ses produits de la conception à l'expédition. Une PME comme les autres, mais où le profit passe après la bienveillance. C'est sûr qu'on a une politique d'entreprise qui veille au respect des personnes, qui veille à la collaboration entre sœurs et salariés. On a aussi qui veille aussi aux relations avec nos partenaires, avec les fournisseurs, etc. Il y a des valeurs. En France, près de 250 monastères ont une activité commerciale. Leur chiffre d'affaires avoisine les 75 millions d'euros. L'équivalent d'un gros hypermarché, une microéconomie dans l'air du temps. Les moines contemplatifs, l'ordre bénédictin cistercien existe depuis le Moyen-Âge. Et bien aujourd'hui, en 2017, ils proposent des produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Des produits authentiques, artisanaux, parfois bio, pas tous, mais bio, spirituels. Le consommateur d'aujourd'hui est en quête de spiritualité, d'éthique, de sens. Donc le produit monastique satisfait ces attentes, même pour des consommateurs qui ne sont pas croyants. Face à une demande croissante, certaines abbayes n'hésitent pas à refuser des commandes. À Chantelle, on espère pouvoir continuer à embaucher pour ne pas rompre l'équilibre entre travail et prière. Quand tu priais en même temps que Sarah. Le 24 octobre 2006, le Rwanda entame une série d'auditions publiques à Kigali. La commission d'enquête s'interroge sur le rôle des soldats français dans le génocide de 1994. La question est de savoir si la France a continué à fournir des armes au gouvernement intérimaire après le 6 avril 1994. Votre page d'histoire avec Ami Koulibaly. Une commission nommée par le gouvernement rwandais a ouvert une enquête sur des allégations visant des soldats français le 24 octobre 2006. Ces soldats sont accusés d'avoir facilité l'exécution de massacres en 1994 au Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame, un Tutsi, arrivé au pouvoir après le génocide, accuse la France d'avoir formé et armé des milices Hutus qui ont joué un rôle central dans cette campagne d'extermination qui, en 3 mois, a coûté la vie à 800 000 Tutsis et Hutus modérés et aussi d'avoir soutenu le gouvernement de Juvenal Habyarimana en fournissant une formation militaire aux forces gouvernementales, tout en sachant que des membres de la classe dirigeante comptaient utiliser les forces armées pour perpétrer le génocide. La France, qui a envoyé des soldats au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise, une mission autorisée par l'ONU, nie toute implication dans les tueries. 20 témoins ont été entendus au cours de la semaine suivante par la commission gouvernementale composée de 7 membres. Une mission d'information du Parlement français a conclu en 1998 que la France avait sous-estimé la nature criminelle du régime rwandais, mais qu'elle n'avait eu aucun rôle dans le génocide. Les autorités françaises soulignent que la France a été, avec l'opération Turquoise, le seul pays à agir pendant le drame, alors que l'ONU et les autres membres du Conseil de sécurité ordonnaient le retrait du contingent de casques bleus présents sur place en 1994. Jacques Biozagara, ancien ambassadeur du Rwanda en France, a déclaré à la commission nommée par le gouvernement rwandais que les Français ont envoyé des soldats, des armes, formé des tueurs et érigé des barrages pour rendre plus facile aux meurtriers leur mission d'extermination des Tutsis. Biozagara a appartenu au Front patriotique rwandais, FPR, qui s'est rebellé au début des années 1990 contre les autorités Hutus. Il a déclaré que des responsables français avaient à l'époque demandé au groupe de renoncer à son combat. Les soldats français sont notamment accusés d'avoir facilité le massacre d'environ 50 000 Tutsis à Bisesero, un village situé sur une colline dans l'ouest du pays, en les incitant à sortir de leur cachette. Selon des rescapés, les Tutsis ont ensuite été abandonnés et exposés aux attaques des miliciens Hutus. 6 rescapés du génocide ont porté plainte en 2005 à Paris, accusant les soldats français de complicité dans des crimes contre l'humanité. Fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.